Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Un père de famille s'est retrouvé récemment au centre d'une flambée de cas de rougeole en Colombie-Britannique. Il a reconnu ne pas avoir fait vacciner ses enfants. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à le faire par crainte de la vaccination, par hésitation ou par opposition. La solution serait-elle dans les mains des jeunes? De plus en plus de jeunes s'opposent à leurs parents en matière de vaccination, comme cet adolescent américain qui a décidé de se faire vacciner en dépit de l'opposition de ces derniers. Il a récemment témoigné devant le comité du Sénat sur la santé et l'éducation des États-Unis. Pour combattre cette méfiance des parents, le Centre de contrôle des maladies infectieuses de la Colombie-Britannique propose aux jeunes des cours en ligne Kid Boots Immunity destinés aux élèves de la 4e et la 12e année. Au Québec, le ministère de la Santé cible plutôt les parents au sein des maternités avec un programme provincial qui a été testé dans 13 maternités et qui sera bientôt étendu à l'ensemble de la province. Vous l'avez compris, nous allons reparler de la résistance à la vaccination à notre émission. Les raisons sont toutefois multiples et ne relèvent pas juste de la méfiance des parents, mais aussi de la méconnaissance et des fausses informations sur les vaccins qui circulent à travers les réseaux sociaux. L'Organisation mondiale de la santé a dressé en début d'année une liste de 10 menaces à notre santé. L'une d'elles est la méfiance à l'égard des vaccins. Cette réticence à se faire vacciner ou ce refus de vaccination lorsque les vaccins sont disponibles remettrait en cause bien des progrès obtenus dans la lutte contre les maladies à prévention vaccinale. Selon l'OMS, la vaccination permet d'éviter 2 à 3 millions de décès annuels. Les cas de rougeole signalés dans le monde ont augmenté de 50% avec 229 000 cas en 2018. Bien sûr, tous les cas ne sont pas dus à la réticence à se faire vacciner. Il y a aussi le manque d'accès aux services sanitaires dans bien des pays du Sud. Pourtant, actuellement, les experts constatent une recrudescence au sein même de pays où cette maladie était presque disparue. À l'émission d'aujourd'hui, nous vous reparlons de la rougeole et de sa nécessaire vaccination et des résistances qu'elle rencontre, particulièrement auprès de certains parents. Restez là. Pour parler de la méfiance à l'égard des vaccins et de l'efficacité des campagnes de vaccination, nous avons avec nous ce matin Laurence Monet, professeure titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal et chercheuse à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Ève Dubé, anthropologue et chercheuse à l'Institut national de santé publique. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à toutes les deux. L'Organisation de la santé a mis la méfiance à l'égard des vaccins dans sa liste donc de 10 menaces à notre santé. Est-ce que ça vous surprend, peut-être, Madame Monet? Non, ça me surprend pas du tout. Pourquoi? Mais Ève aura sûrement plus de choses à dire là-dessus que moi. Parce que c'est un phénomène sur lequel un certain nombre d'instances en santé publique, nationale et internationale se penchent depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est pas inattendu. Madame Dubé? Oui, c'est effectivement, on voit de plus en plus d'éclosions de maladies évitables par la vaccination qui étaient autrefois contrôlées, donc de plus en plus d'éclosions de rougeole qui sont directement liées au fait que les gens ont des doutes et craintes et refusent les vaccins. Donc, c'est un phénomène qui est grandissant et qui constitue un risque pour la santé des populations alors qu'on a des vaccins sécuritaires et efficaces. Les gens les refusent. Oui. La rougeole, justement, infection respiratoire virale, est sans doute l'une des plus contagieuses des pathologies infectieuses. Une personne infectée peut contaminer jusqu'à 20 individus. C'est pourquoi l'immunité de groupe est importante. Comment y parvenir, Madame Dubé? Comme vous le dites, la rougeole, c'est une des maladies les plus contagieuses que l'on connaisse. Il suffit d'être dans la même pièce qu'une personne infectée pour contracter la rougeole. Donc, on ne parle pas d'un contact proche, mais vraiment, là, c'est hyper contagieux. Donc, pour générer l'immunité de groupe, on a besoin que 95% des gens se fassent vacciner. Donc, c'est énorme en santé publique avoir l'adhésion de 95% de la population. Et l'enjeu avec la rougeole, c'est que les gens qui refusent des vaccins pour certaines raisons idéologiques ou sociales ou culturelles ont tendance à vivre près les uns des autres, donc ce qui est plus propice à générer des éclosions. Donc, si les 5% de personnes non vaccinées étaient dispersées dans la communauté, il y aurait beaucoup moins de risques de contagion. Mais comme
on a souvent les mêmes croyances, on risque de vivre près les uns des autres, ben là, ça génère un terrain propice aux infections. Professeur Monet, vous vous intéressez beaucoup à la rougeole, vous êtes historienne, expliquez-nous. Comment l'expliquer? Alors, premièrement, la première raison pour laquelle je m'intéresse à la rougeole, d'un point de vue historique, c'est parce qu'il n'y a pas d'histoire de la rougeole. Nulle part. Il y a personne, aucun historien n'a jamais travaillé sur l'histoire de la rougeole, ce qui est en soi très intéressant parce que ça laisse entendre que la rougeole est pas très intéressante à étudier. Et donc je suis partie de cette hypothèse, on va dire, ces silences, pour m'intéresser à la rougeole spécifiquement et de là à toute la question de la coproduction entre la vaccination et la rougeole, c'est-à-dire dans quelle mesure finalement dans le temps et l'espace, le fait qu'on a un vaccin contre la rougeole va modifier non seulement l'épidémiologie de la maladie, mais surtout les représentations sur la maladie, la façon dont on la gère, la prévient, la soigne, etc. Donc voilà, c'est un vrai projet historique et autour duquel finalement la question du refus de la vaccination ou de l'hésitation face à la vaccination est un peu une question non pas périphérique, mais une des questions qui me semble importante à regarder et peut-être, et je voudrais pas utiliser relativiser, mais et peut-être à replacer, à contextualiser dans le temps et de l'espace, parce que les hésitations sont là, il y a absolument aucun doute là-dessus, les refus aussi, mais ils varient beaucoup dans le temps et de l'espace. Et donc c'est une des choses qui m'importe de regarder, parce que je pense que ce qui est vraiment fondamental, au-delà du fait qu'effectivement il faut absolument se pencher sur les refus de la vaccination, sur les hésitations, sur les raisons de ces comportements, il faut aussi regarder d'autres déterminants des éclosions ou des résurgences d'une maladie comme la rougeole. Et vous êtes intéressé à une pandémie dont on entend peu parler, en fait, au Québec, de 1989, où il y a eu 10 000 cas. Plus de 10 000 cas. Alors pourquoi 1989 ? Alors effectivement, c'est intéressant d'utiliser le terme pandémie parce que, alors au Québec, ça peut pas être une pandémie, mais il s'avère qu'il y a de très nombreux cas de rougeole ailleurs dans le monde en 1989. Donc on est un peu dans une situation similaire au jour d'aujourd'hui, 2019, où on voit des résurgences. Et je me suis intéressée à cette épidémie parce que, encore une fois, personne n'en parlait vraiment. Mais sur le web, qui est un haut lieu de discussion sur la vaccination et sur les refus de la vaccination, avec des prises de position qui sont vraiment généralement aux extrêmes, il faut être vraiment pour ou vraiment contre, eh bien l'épidémie de 89 ressurgissait de temps à autre avec là encore des discours aux antipodes. C'était soit les gens se faisaient pas vacciner déjà en 1989 au Québec et donc voilà, l'épidémie est arrivée et les sites anti-vaccination eux insistent sur le fait que non, l'épidémie de 89 c'est le résultat d'un vaccin qui n'était pas efficace. Et donc je suis partie de ça pour en fait faire une autopsie pour rester dans le vocabulaire médical de l'épidémie de 1989 et d'aller chercher tous les déterminants et toute la multifactorialité qui entre en jeu, à mon avis, dans l'épidémie de 1989. Et donc, en regardant l'épidémie de 1989, j'ai en fait fait ressortir toute l'histoire de la santé publique et en particulier des politiques de vaccination québécoises, canadiennes, nord-américaines, voire mondiales, dans des années 60 aux années 80, et vu à quel point il y a des failles là, à la fois dans l'éducation de la population, à l'importance de la prévention de la rougeole, qui est encore un problème majeur au jour d'aujourd'hui, les problèmes d'accès à des vaccins. A priori, on a un programme de vaccination universel, gratuit, contre la rougeole à partir de 1970. Dans la réalité des faits, au Québec et ailleurs, très régulièrement, on a des pénuries en vaccins. On a plein de CLSC, c'est l'époque où les CLSC commencent à émerger, qui ne proposent pas la vaccination contre la rougeole. Et alors c'est des exemples, je veux dire, on peut en trouver d'autres, et il y a d'autres choses qui se font bien. Mais sur ces questions-là, qui me paraissaient importantes de remettre sur le devant du débat, parce que pour moi, il est évident qu'on ne peut pas régler le problème de l'hésitation à la vaccination, et on ne peut pas régler le problème lié, dans une certaine mesure, des résurgences épidémiques, si on ne se penche pas réellement sur le concret, la réalité des politiques de santé publique. Les différences entre peut-être ce qui s'est passé en 89 et maintenant? Laurence l'a très bien dit, il y a certaines éclosions qui ne sont pas dues au fait que les gens refusent activement les vaccins, mais à des erreurs. On l'a vu dans les pays de l'Europe de l'Est, après la chute de l'Union soviétique, il y a eu un démantèlement des programmes de vaccination, une perte les programmes sont tombés avec le régime, puis plusieurs années plus tard, il y a eu des éclosions de maladies évitables par la vaccination qui n'étaient pas liées au fait que les gens ne voulaient pas se faire vacciner, mais plutôt au fait que les gens n'avaient pas accès aux services. Et c'est une réalité qui est toujours fort complexe.
Oui, il y a de l'hésitation, oui, il y a des doutes par rapport à ce vaccin-là, qui a un historique, j'imagine qu'on va y revenir, mais qui a été associé à des controverses importantes. Mais il y a aussi toute la question de l'accès aux services, au fait que les services doivent être adaptés aux gens. En Roumanie, en ce moment, il y a une grande éclosion de rougeole qui est dans les populations du voyage, les Roms, et qui n'est pas due au fait que ces gens-là sont fortement opposés au vaccin, mais plutôt que ce sont des gens qui ont des problèmes d'accès aux soins, qui sont souvent traités rudement par des professionnels de la santé, et donc qui ont plus ou moins le goût d'amener leurs enfants à se faire vacciner dans les cliniques. Donc, l'éclosion n'est pas tellement due à l'hésitation, mais plutôt à ces facteurs-là qui sont plus sur l'organisation des services. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Il y a des oppositions actives et d'autres passives peut-être à la vaccination. Il y a aussi un problème de confiance qui est plus large, peut-être une méfiance envers la science, les institutions, les professionnels de la santé. Est-ce que je me trompe, Madame Non, Dubé? puis par exemple, en ce moment aux Philippines, il y a une vaste épidémie de rougeole avec déjà plus de 200 décès liés à la rougeole. Et cette éclosion-là est due au fait que les gens ont arrêté de se faire vacciner, entre autres parce qu'on a implanté un programme de vaccination contre la dengue, qui est une autre maladie infectieuse transmise par un moustique. Et c'était un vaccin qui avait été mal étudié dans un contexte populationnel et qui avait des effets secondaires importants. Donc, les gens il y a une association qui s'est faite entre ce vaccin-là qui était un petit peu moins performant ou un petit peu moins sécuritaire pour les gens qui n'avaient jamais eu la maladie et le programme contre la rougeole. Oui, l'efficacité de la vaccination dépend de plusieurs facteurs. L'accessibilité des soins, des vaccins en fait, mais ça peut être aussi une question politique. Madame Monet? Oui, alors l'efficacité, c'est vrai qu'on peut parler de l'efficacité des protocoles, des politiques de vaccination et pas juste du produit vaccinal. Alors oui, ça dépend des politiques. Ce qui est intéressant, je vais revenir à 1989, mais on pourrait faire la même démonstration pour d'autres épidémies à d'autres moments et dans d'autres pays. Elle a tout à fait raison d'associer par exemple la chute du mur de Berlin et du système soviétique à l'abandon d'un certain nombre de politiques de vaccination. On pense qu'on veut d'un régime soviétique, mais la vaccination fonctionne plutôt bien. Et en 89 d'ailleurs, 90, des pays comme la Roumanie, comme la Yougoslavie à l'époque, connaissent des résurgences énormes de la rougeole. L'efficacité, c'est aussi, et ce qui est frappant dans 1989, c'est ce qu'on se rend compte que depuis 1970 et la mise en place d'un régime d'assurance universelle santé au Québec, eh bien, les budgets n'ont jamais été à la hauteur de la santé publique. Dans le sens où, encore une fois, si on veut proposer des politiques de vaccination qui soient à la hauteur des besoins, il faut y mettre de l'argent. Il faut y mettre du temps, de l'argent, du personnel. Et ce dont on se rend compte, en particulier dans les premières années du programme, dans les années 70, c'est que le gouvernement, alors consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas, c'est assez compliqué à trouver, les archives sont un peu difficiles, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils donnent la préférence à certains vaccins en termes d'accessibilité par rapport à d'autres. Je vous prends un cas qui est assez fascinant, c'est la rubéole. Jusqu'à ce qu'on ait un vaccin trivalent, donc qui permette de protéger contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Et donc ça, au Québec, ça arrive 1977, 1978, c'est un vaccin cher. D'accord ? Et donc, de ce fait-là, le gouvernement est assez réticent à l'implanter dans la politique de vaccination publique. Et bien, jusqu'en 1977, le gouvernement, les services de santé vont donner, dans une certaine mesure, la préférence au vaccin contre la rubéole parce que, très clairement, les professionnels de santé et une partie de la population réclament davantage la protection contre la rubéole que contre la rougeole. Et donc, ils vont faire ce type de choix. Madame Dubé, j'aimerais parler avec vous. Vous étiez venue nous parler du récent rapport que vous aviez coécrit sur les attitudes et croyances des parents québécois sur la vaccination. J'aimerais qu'on reparle des parents et de leurs croyances. Quels sont les arguments des parents qui ne font pas vacciner leurs enfants? Faut se rappeler qu'au Québec, à l'heure actuelle, c'est encore la grande majorité des parents qui font vacciner leurs enfants avec tous les vaccins recommandés et c'est une infime minorité de parents qui vont refuser tous les vaccins. Donc, on parle de moins de 2% des parents qui sont fermement opposés à toute vaccination. La portion d'enfants non vaccinés, il y a une part d'oubli ou d'accès aux soins. Par exemple, il y a des doses de vaccin à 18 mois. Souvent, les parents ont recommencé à travailler, donc le moment est moins propice. On peut
pas se présenter aux visites de vaccination. Pour les hésitations, les refus plus actifs, c'est essentiellement lié à deux déterminants principaux. Donc, toutes les craintes liées à la sécurité des vaccins et les effets secondaires immédiats, la douleur causée par l'injection et toute une panoplie de croyances non fondées scientifiquement par rapport à ce que les vaccins pourraient causer. Puis l'autre bloc principal de raison, c'est beaucoup lié à la perception que c'est pas nécessaire de se faire vacciner à l'heure actuelle au Québec. On n'a pas besoin d'un vaccin contre la diphtérie parce que c'est banal ou ça n'existe plus au Québec. Donc, l'utilité, l'efficacité des vaccins est remise en question et la sécurité. Ouais, il y a aussi beaucoup de lobbies anti-vaccins qui circulent sur Internet et de la désinformation qu'on peut trouver, qu'on peut y lire. Les gens se vaccinent moins. Est-ce aussi de la faute des réseaux sociaux? Je pense et Laurence pourra renchérir, ce phénomène-là de refus des vaccins a toujours existé bien avant qu'il y ait Internet et les médias sociaux. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup plus rapide, où les rumeurs peuvent circuler beaucoup plus facilement et rapidement dans les médias sociaux. Et ça peut donner la perception aux gens qu'il y a beaucoup plus de personnes qui refusent les vaccins que c'est réellement le cas. Donc, une espèce de... Ça l'érode la norme sociale pro-vaccination ou la croyance que tout le monde se fait vacciner en donnant l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'opposent au vaccin. Donc, ça peut semer un doute dans la tête des parents. Mm-hmm. Il y a aussi peut-être l'augmentation des vaccins. On a beaucoup plus de vaccinations qu'on avait. Maintenant, peut-être les parents voient un vaccin, peut-être comparent un vaccin versus l'autre. Vous aviez parlé justement la rubéole versus la rougeole. Là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les parents qui se disent celui-ci a l'air... pourquoi je ferais vacciner mon enfant? C'est une maladie bénigne. Celui-ci peut-être est plus important. Madame Professeur Vonnet? Oui, la hiérarchisation des maladies et des outils de prévention pour telle ou telle maladie, ça a toujours existé. Je veux dire, tout le monde fait ça. Tout le monde hiérarchise. Alors, par ailleurs, effectivement, l'étoffement du calendrier vaccinal, c'est une donnée qui est mise de l'avant pour non pas expliquer les réticences, mais pour dire, attention, oui, les parents commencent à trouver qu'il y en a trop. Mm-hmm. Et surtout, alors, il y a en arrière de ça l'industrie pharmaceutique. Dans quelle mesure nous propose-t-elle des produits qui ne sont pas suffisamment nécessaires? Alors, c'est un débat qu'il y a pour le reste des médicaments. Si on voit les vaccins comme des médicaments, et je veux dire, c'est un débat légitime. Par ailleurs, au-delà de l'idée que l'industrie pharmaceutique est forcément négative ou problématique, ou veut forcément faire de l'argent. Alors ça, c'est une donnée fondamentale. Et puis associé à ça, qui paraît un peu en périphérie, mais qui est une réalité, là en l'occurrence canadienne intéressante, il faut savoir que toutes les provinces du Canada n'ont pas le même calendrier vaccinal, ne proposent pas les mêmes vaccins au même moment, gratuitement ou pas gratuitement. Pour un parent qui s'intéresse un peu à ça et qui se rend compte de ça, que peut-il en penser? Que la science est imparfaite? Qui décide? Et ça, il y a pas mal d'experts en santé publique, de journalistes scientifiques très sérieux qui ont mis ça de l'avant en disant, mais écoutez, tant qu'on n'aura pas un calendrier vaccinal canadien, les choses vont probablement pas s'arranger. Et c'est là encore une fois légitime que les parents se posent des questions. Ou alors, et on connaît la mobilité intraprovinciale, les gens qui vont travailler ailleurs, etc., qui reviennent, ils emmènent leurs enfants, ils vont chez le médecin, là ils s'entendent, disent, ah ben non, vous avez pas fait ça comme il fallait, ou il vous manque une dose, ou il faut faire... Ils sont complètement mêlés aussi. Et ça a une incidence sur leur conviction que la science, ils doivent y croire et qu'ils doivent respecter ce qu'on leur dit et ce qu'on leur propose. Oui, il y a beaucoup d'informations. Des fois, il y a des manques d'informations. Au ministère du Québec, de la Santé du Québec, a mis en place un programme provincial, justement, qui cible les parents, Madame Dubé. Oui, effectivement, face à cette montée des hésitations par rapport à la vaccination, puis des données, des évidences scientifiques sur l'efficacité d'une certaine façon de parler aux gens de la vaccination, un programme qui s'appelle EMI pour entretien motivationnel dans les maternités sur l'immunisation. Et donc, c'est des conseillers en vaccination qui vont rencontrer tous les parents de nouveau-nés pour discuter de la vaccination dans une approche ouverte et non confrontante. Donc, répondre aux questions, parler du calendrier recommandé sans avoir la seringue derrière le dos pour vacciner les gens. Donc, c'est les parents de nouveau-nés peuvent poser toutes les questions qu'ils désirent sur les vaccins, puis ils vont avoir de l'information adaptée, personnalisée à leur par rapport à leurs questions, leurs doutes, et puis s'il n'y a pas de questionnement important, mais d'informations pratico-pratiques sur comment prendre un rendez-vous, où aller, etc. Donc, c'est une stratégie qui a été démontrée efficace pour justement amoindrir ou apaiser ces craintes et ces hésitations-là.
Oui, en Colombie-Britannique, le Centre de contrôle des maladies infectieuses s'adresse plutôt aux jeunes avec un site Internet avec des cours en ligne Kid Boost Immunity pour qu'ils approfondissent leurs connaissances sur la vaccination. Est-ce que ça pourrait être une solution aussi de parler aux jeunes, aux plus jeunes? Effectivement, c'est quelque chose qu'on explore. Je pense qu'on prend la vaccination pour acquis, mais on a peu de connaissances ou c'est pas enseigné dans les programmes scolaires, l'histoire de la vaccination, le développement des vaccins, comment fonctionne l'immunité. Puis on sait que les enfants d'aujourd'hui seront les parents de demain et on sait aussi comment l'enseignement au primaire module les comportements. On n'a qu'à penser au recyclage, au tabagisme, donc d'enseigner aux enfants à recycler, ça a un impact important sur les comportements, même sur les comportements des familles, parce que moi, mes enfants connaissent tous les cycles de recyclage et je suis surveillée sur ce qui va dans la poubelle et ce qui va dans le bac à recyclage. Donc, on voit déjà l'impact sur les comportements. Oui, professeur Monet, les milieux médicaux et les gouvernementaux ont aussi un rôle à jouer par rapport à ça. Est-ce que le fait qu'il y ait des différences de province à province, justement, ça peut mélanger un petit peu les parents, mais est-ce que le discours est adapté à ce que les parents veulent entendre aussi ou... Là, je pourrais pas me prononcer sur toutes les provinces à toutes les époques. Non. Mais non, je pense qu'Ève va soulever quelque chose de fondamental. C'est une éducation adaptée. Et quand on parle d'éducation adaptée, alors au-delà des calendriers qui sont pas uniformes, et ça c'est vraiment un problème qu'il va falloir régler à terme, c'est clair. Mais c'est d'avoir effectivement dès le plus jeune âge une éducation adaptée, ce qui amène aussi à se poser la question de savoir dans quelle mesure les professionnels de santé sont eux-mêmes éduqués suffisamment sur la vaccination. Une des choses qui est assez fondamentale et là encore qui remonte à assez loin. Alors c'est un peu différent dans les dernières années, mais dans les années 70-80, les médecins sont pas formés à l'immunologie plus que ça. Ils sont pas formés à même informer correctement les malades et leurs patients de ce qui relève de l'immunologie et de la vaccination, même pas minimalement. Il n'y a pas de formation et c'est quand même quelque chose d'assez significatif et d'autant plus significatif que dans le cas de la rougeole, quand on lit les discours des médecins dans les années 60-70, ils voient pas eux-mêmes l'intérêt de vacciner contre la rougeole parce que la rougeole tue plus vraiment. Alors oui, pourquoi pas, mais quelque part, c'est eux qui ne jouent pas, et c'est pas leur faute, mais le rôle d'informateurs et de médiateurs qu'ils auraient pu jouer. Et c'est quelque chose, alors c'est très différent au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation et la formation aussi médicale a changé, mais c'est un problème sur lequel il faut rester très vigilant. C'est-à-dire à la fois une éducation adaptée, effectivement, mais à tous les niveaux de la chaîne, je dirais, du gouvernement et des acteurs de la santé publique aux parents, parce que l'idée que c'est toujours les parents qu'il faut éduquer, que c'est toujours de eux que ça doit venir, qu'il faut qu'ils fassent les choses bien, etc. D'abord, la culpabilisation n'a pas que des effets bénéfiques, mais surtout, on se rend compte que l'éducation, elle doit être partagée, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que les parties prenantes, les acteurs engagés dans la vaccination collective, eh bien, sont tous suffisamment informés pour être capables de se comprendre. On a incité les gens à se prendre en charge, à être responsables par rapport à leurs décisions de santé depuis plusieurs années. Donc, le fait que les gens ont plein de questions sur les vaccins, on devrait voir ça aussi d'un œil positif parce que, dans le fond, c'est les gens veulent être responsables et prendre des décisions informées. En étant bien informés, hein, c'est ça le but. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Ève Dubé, qui est chercheuse à l'Institut national de santé publique, et la professeure Laurence Monet, professeure titulaire au département d'histoire à l'Université de Montréal et chercheuse à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Merci. Merci à vous. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonjour, je m'appelle Nathalie Saké-Doucet, je suis doctorante à l'Université de Montréal et je suis présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Je suis ici aujourd'hui pour parler d'un problème chronique en santé au Québec. On parle du temps supplémentaire obligatoire. Le temps supplémentaire obligatoire, c'est quand on force une infirmière à rester au travail, souvent contre son gré, pour plusieurs raisons. Une des raisons historiques, si on veut, pourquoi le temps supplémentaire existe, c'est de s'assurer que les soins soient prodigués en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple un désastre, un gros accident qui se passerait proche de l'hôpital. Si on regarde l'année passée, par exemple, quand il y a eu la tornade à Gatineau, il y a plusieurs infirmières de l'hôpital de Gatineau qui se sont mobilisées suite à la tornade pour répondre aux besoins des sinistrés. Il y en a plusieurs qui se sont même déplacés de façon bénévole dans les refuges où les sinistrés
restait. Donc ça, c'est des circonstances vraiment exceptionnelles. On parle d'un désastre naturel et c'est absolument normal qu'on demande aux infirmières de peut-être, à ce moment-là, donner un petit peu plus que qu'est-ce qu'elles donneraient habituellement. Et la plupart des infirmières sont absolument d'accord avec ça. Le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que le temps supplémentaire est vraiment devenu une espèce de béquille à la pénurie d'infirmières qu'on connaît actuellement au Québec. Donc, ce qui se passe, c'est que les administrations hospitalières utilisent le temps supplémentaire obligatoire de façon un peu plus abusive. Qu'est-ce qu'on pourrait considérer abusif? Dans le sens que on n'est pas dans des circonstances exceptionnelles. On utilise vraiment le temps supplémentaire obligatoire à outrance simplement pour répondre à un besoin qui devrait être à la base un problème qui devrait être réglé au niveau des gestionnaires d'un hôpital ou d'un milieu de soins. Malgré la pénurie au Québec, il y a absolument des moyens d'adresser le manque de personnel dans les milieux de soins sans nécessairement avoir recours au temps supplémentaire obligatoire. Maintenant, c'est sûr qu'on parle de plusieurs types de solutions. Il y a des solutions plus à court terme, à moyen terme et à long terme. Je vais vous parler aujourd'hui juste de peut-être 2 solutions un peu plus à court et moyen terme. D'abord, on parle d'humaniser la gestion des soins. L'humanisation de la gestion, ça fait partie des meilleures pratiques en gestion. On demande souvent aux infirmières, de fait, c'est une obligation pour les infirmières de travailler selon les meilleures pratiques, c'est-à-dire les pratiques basées sur les dernières données probantes, les données probantes les plus de la plus haute qualité. Mais on oublie souvent qu'il y a toute une science autour de la gestion et de l'administration en santé, et on devrait exiger ce même genre de standards de pratique de la part de nos gestionnaires en santé. Le temps supplémentaire obligatoire fait partie de la science, si on veut, de la gestion de la santé. Mais ce n'est pas une bonne pratique. C'est en fait une très mauvaise pratique. C'est un facteur qui contribue énormément à l'épuisement professionnel, au burn-out, qu'est-ce qu'on appelle communément le burn-out, et à l'augmentation du taux d'absentéisme. Si on regarde les congés de maladie, en ce moment au Québec, les infirmières ont un taux de congés de maladie d'environ 11%. Ça, c'est le double de la population générale au Québec. C'est énorme. On parle de milliers d'infirmières en ce moment même qui sont en congé de maladie. Évidemment, dans le cadre d'un milieu qui impose constamment du temps supplémentaire obligatoire, c'est pas un milieu qui est sain pour une infirmière de revenir d'un congé de maladie. Donc, l'humanisation des soins, on parle de, d'abord, reconnaître le dommage causé par le temps supplémentaire obligatoire. Le temps supplémentaire obligatoire utilisé comme un mode de gestion, c'est vraiment une pratique qui bafoue les droits fondamentaux des infirmières, qui bafoue la dignité. C'est dégradant pour les infirmières, pour les employés en santé, de vivre cette pratique-là de façon constante, et donc, ça contribue à la détresse, etc. Humaniser la gestion des soins aussi, ça veut dire de consulter les acteurs sur le terrain, les infirmières, les préposés, etc., pour les solutions. En ce moment, au Québec, depuis plusieurs années, on dépense des millions de dollars pour faire venir des firmes extérieures pour analyser des problèmes, alors qu'on a beaucoup de solutions qui pourraient être apportées par les acteurs principaux qui sont sur le plancher, les infirmières, les préposés, les infirmières auxiliaires qui font face à ces problèmes-là à tous les jours et qui ont les compétences et le savoir pour adresser ces problèmes-là. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère pouvoir vous revenir de parler d'autres solutions au temps supplémentaire obligatoire. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute. On a plein de rediffusions cette semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique